Donc, bonjour à tous, bienvenue pour ce webinaire dédié à l'intelligence artificielle et à la découverte plus particulièrement du PAC AI qui va vous permettre de sauter le pas. On va tout savoir dans quelques instants. Merci à Françoise Souillet d'être venue nous présenter ce nouvel outil et comment l'IA peut rendre service et aider à la croissance des PME. Avant de démarrer, je vais vous donner quelques petites règles de fonctionnement de ce webinaire. Elles sont assez simples. On a un déroulé où on va avoir une présentation. On vous propose de garder l'essentiel, de répondre aux questions que vous vous posez à la fin de la présentation, mais n'hésitez pas à nous en faire part tout au long du webinaire à travers le chat participant. Vous pouvez au fil de l'eau poser vos questions et interagir aussi entre vous, n'hésitez pas. D'autre part, régulièrement, on vous posera quelques petits sondages aussi qui nous permettent de voir un peu par rapport à l'IA, quel est votre degré de connaissance et d'appétence. Bien sûr, donc, vous aurez en téléchargement aussi la présentation de ce jour. Et puis, après le déroulé du webinaire, vous pourrez revoir ce webinaire en replay. Généralement, vous le recevez quelques heures après. Et donc, vous pouvez reconsulter l'ensemble du webinaire. Donc, au programme de ce webinaire, on va rapidement se présenter avec Hélène Longuepée de Versailles Grand Parc et moi-même de Saint-Quentin en Yvelines, puisqu'on a souhaité mettre en place ce webinaire au service des PME et ETI pour faire connaître le dispositif et encourager le passage à l'IA. Et puis, on passera très rapidement la parole à Françoise Souillet du Hub Francia pour nous présenter tout ça en détail. Merci déjà au Hub Francia d'être venu présenter ce nouveau dispositif. Le Hub a pour objectif de promouvoir la croissance de l'écosystème d'intelligence artificielle en France et aussi à l'échelle européenne. Et favoriser l'émergence des acteurs et renforcer la compétitivité des entreprises grâce à l'intelligence artificielle. En quelques mots sur Saint-Quentin-en-Yvelines, c'est un tissu économique dense et diversifié où l'intelligence artificielle a une place à prendre. On est une agglomération de seconde couronne au sein d'un cluster Paris-Saclay pour lequel nous œuvrons à son développement avec Versailles Grand Parc. Saint-Quentin est le deuxième pôle économique de l'Ouest francilien, avec donc après la Défense, avec 17 000 entreprises et plus de 4 millions de mètres carrés de bureaux, et se croisent sur le bassin des grands comptes. Généralement, on connaît bien Bouygues avec son site Challenger, JC Deco, aussi des centres privés de R&D comme le Technocentre Renault ou les futurs laboratoires quantiques d'Atos. Mais on a aussi un tissu de PME et de TI de croissance. Je ne vais pas pouvoir toutes les citer et je m'en excuse, mais par exemple Antemeta ou Asmodée dans le jeu ou encore Blue Linea dans tout ce qui est e-santé. Donc, pour ce webinaire, nous avons voulu plus particulièrement vous présenter les actions dédiées aux PME françaises pour stimuler l'adoption de l'intelligence artificielle et ceci dans tous les secteurs. Et d'ailleurs, aujourd'hui, vous êtes un certain nombre vous représentez pas mal le tissu, une diversité du tissu économique et de secteurs d'activité. Et donc, je vais passer maintenant, avant de rentrer dans le vif du sujet, la parole à Hélène. Merci Céline. Bonjour à tous d'avoir accepté ce rendez-vous. Donc, je suis ravie, comme Céline, de vous proposer, donc avec Saint-Quentin-en-Yvelines, ce webinaire dédié à l'IA. Alors, pourquoi c'est important selon nous? Tout simplement parce que, vous savez, parce que vous vous y développez, que nos agglomérations concentrent une très forte richesse en matière de R&D, à la fois avec un nombre impressionnant d'instituts de recherche de renom, des grands établissements d'enseignement, des donneurs d'ordre mondiaux. Et je ne reviendrai pas parce que je ne vais pas détailler non plus pour Versailles Grand Parc le nombre de TI et de PME de niche et de pointe qui travaillent sur des secteurs technologiques extrêmement porteurs. À Versailles Grand Parc, on concentre quand même, c'est une spécificité chez nous, 5% de la R&D privée nationale. Donc, pour vous situer le bassin, effectivement, entre Saint-Quentin-en-Yvelines, Versailles Grand Parc et Plateau de Saclay, ce cluster qu'on appelle Paris-Saclay concentre 15% de la R&D nationale, ce qui représente 40% quand même des emplois de recherche publique et privée de l'Île-de-France.
Île-de-France. Donc, on est très attachés, c'est vrai, nous, en tant que représentants, Céline et moi, de 2 agglomérations phares de ce sud-ouest parisien, mais il y a une vraie région, une vraie logique, parce que c'est quand même le cluster scientifique et technologique qui est classé parmi les 8 pôles d'innovation les plus puissants au monde. Alors, comme je le disais, vous le savez certainement, puisque ces territoires, les territoires sur lesquels vous évoluez, vous développez vos activités, ça me semblait important de le signaler. Alors aujourd'hui, on a beaucoup de grands comptes sur nos territoires qui sont très largement embarqués dans ces sujets liés à l'intelligence artificielle. J'en cite juste quelques-uns. Thales, par exemple, qui développe autour des sujets de cybersécurité. GE Healthcare, dont la branche santé est implantée sur le territoire et qui travaille notamment sur des nouveaux systèmes d'échographie grâce à l'intelligence artificielle. Eiffage, lui, qui va s'intéresser au sujet de la sécurité et de la prévention sur les chantiers. Ça, c'est sur le volet plus grand compte entre également la chance d'avoir de nombreux instituts de recherche. Je citerai simplement VDCOM, qui lui travaille sur tous les développements liés aux véhicules plus intelligents, aux véhicules autonomes, et qui participe à construire la ville. Alors on dit souvent de demain, moi j'aime à dire la ville déjà d'aujourd'hui, voilà, avec tous ces développements innovants. Donc l'enjeu pour nous aujourd'hui, et c'est pourquoi on vous propose ce rendez-vous, c'est aussi de permettre un positionnement de vos développements, des développements des ETI et des PME de nos territoires, pour lesquels il y a beaucoup de questions. On sait que le tissu est complexe et que peut-être vous avez besoin d'être orienté ou tout simplement de vous demander si l'IA est un sujet fait pour vous. Donc voilà, les objectifs de ce rendez-vous, c'est vous permettre de vous demander si c'est un sujet qui vous intéresse. En principe, la réponse est oui, mais vous êtes-vous posé la question. Commencez à identifier surtout ce qui est accessible et vous présenter le dispositif régional, puisque nous appartenons à la région Île-de-France et qu'on promeut tous les dispositifs Smart Île-de-France. Vous présentez ce dispositif PAC-IA, qui est donc la première mesure du plan régional IA 2021 et qui s'intitule « Faciliter l'usage de l'IA pour les PME et ETI franciliennes ». Voilà, donc on pense que vous êtes dans la cible. Et je passe donc la parole à Françoise Soulier, qui est conseiller scientifique, comme l'a dit tout à l'heure Céline, au Hub France IA et qui est notre experte pour ce webinaire sur le sujet. Merci beaucoup Hélène. Donc, je vais essayer de vous parler d'IA dans un premier temps. Si vous pouvez montrer la présentation qui vous sera adressée, bien entendu. Elle devrait apparaître. Et je retire ma caméra parce que ma ligne risque de tomber. J'espère que ça n'arrivera pas. Donc, en effet, le PAC IA est une mesure du plan IA 2021 de la région Île-de-France. Je vais commencer en fait par vous parler d'IA d'abord peut-être. Alors d'abord, la première chose à comprendre, c'est que l'IA, c'est pas sorti comme ça tout seul. Ça vient en fait comme une troisième vague après 2 premières étapes. Donc, très naturellement, si vous avez passé les 2 premières étapes, vous êtes mûr pour l'IA. Donc, la première étape, c'est tout ce qui a été les technologies d'accès web, les technologies d'accès mobile, qui ont conduit en fait à récupérer beaucoup de données et donc au mouvement qu'on appelle le big data. Et donc, le big data, ça permet aujourd'hui de commencer à travailler en IA parce qu'on a beaucoup de données, tout simplement. Donc vraiment, l'IA, c'est, j'ai envie de dire, comment dire, la cerise sur le gâteau. Si on a beaucoup de données, on a du big data, alors on peut faire de l'IA. On peut aussi faire de l'IA quand on a moins de données, mais naturellement, c'est comme ça que ça s'est passé historiquement. Alors, la première question qu'on doit se poser, que vous devez vous poser, c'est pourquoi, diable, est-ce que vous iriez adopter de l'IA? Pourquoi est-ce que vous auriez envie de faire un projet en IA? Eh bien, en fait, tout simplement, la première question, c'est c'est que, en fait, on va se lancer dans des projets d'IA parce que l'IA va apporter un avantage concurrentiel, toujours. Donc, on identifie les menaces
autour de votre entreprise, donc la menace des concurrents qui sont là, qui eux passent à l'IA et qui donc vont commencer à accélérer par rapport à vous, les fournisseurs qui eux aussi adoptent l'IA et qui donc peuvent avoir tendance à se retourner vers d'autres partenaires si c'est plus facile pour eux, et puis tout simplement parce que les clients le demandent. Donc l'IA, c'est d'abord, et je dirais presque uniquement, on fait de l'IA parce que on y gagne. Point, c'est tout. Si on n'y gagne rien, c'est évidemment aucun intérêt de faire de l'IA. Donc là, vous avez un certain nombre d'illustrations qui ont été prises dans des rapports divers et variés sur lesquels vous aurez les liens dans la présentation. C'est une façon d'avoir un avantage concurrentiel. Le point suivant, c'est que quand on adopte l'IA, donc là, c'est un certain nombre de secteurs différents. Et en gros, par exemple, dans le transport, on voit la croissance d'une entreprise qui a adopté l'IA, ici sur un point orange, par rapport à une entreprise qui ne l'a pas adopté, un point bleu, sur ce dessin en bas à gauche. Et ce qui se passe, c'est que entre le taux de croissance d'une entreprise de transport qui a adopté l'IA et celui d'une entreprise qui ne l'a pas adopté, il y a 15% de différence. Donc, en fait, si vous adoptez l'IA, la croissance va automatiquement être plus importante. Dit à l'envers, si vous l'adoptez pas, en fait, vous irez moins vite que vos concurrents. Donc, c'est la première raison de l'IA, c'est parce qu'on y gagne, et on y gagne, comme vous voyez. Alors, selon tous les secteurs possibles, tous ces graphiques ici représentent différents secteurs. Tous ces secteurs, on montre qu'il y a toujours un gain en croissance à adopter de l'IA. Le point suivant, il a sauté. Oui. Le point suivant, c'est comment ça se passe en fait l'IA. C'est-à-dire, qu'est-ce que je vais essayer de faire? Admettons que j'ai décidé de lancer un projet en IA. En fait, quand on regarde les différents projets qui ont été lancés, donc ici, ce sont des statistiques sur 2017, on s'aperçoit que 68% des apports de l'IA, ça a été pour réduire les coûts. Donc, la première chose que l'IA va faire, elle va vous permettre de réduire les coûts dans l'entreprise. Et donc, évidemment, d'avoir un impact sur la bottom line, donc sur votre croissance. Et le deuxième sujet, c'est l'augmentation des revenus. Alors, en général, comment ça se passe? Eh bien, ça se passe de la façon suivante. On identifie toutes les sources de réduction de coûts possibles. On nettoie tous ces coûts. Et puis, une fois qu'on a fait ça, on va passer à des choses un peu plus compliquées qui vont en fait consister à développer ou à inventer de nouveaux services, de nouveaux produits. Et ça va augmenter les revenus. Et c'est là, en fait, vraiment que vous allez prendre le pas sur vos concurrents. Si vous pouvez réduire vos coûts, c'est bien. Si vous vous mettez à sortir des produits plus inventifs, plus actuels, plus efficaces, alors c'est là que vos revenus vont vraiment augmenter. Donc, les deux étapes, c'est toujours comme ça que ça se passe. On réduit les coûts et puis on augmente les revenus. On peut réduire les coûts par des projets très courts, comme on le verra tout à l'heure avec Maquilla. L'augmentation des revenus, la conception de nouveaux services, c'est évidemment un petit peu plus long, un petit peu plus compliqué. Dans l'étape suivante, on a dit qu'on voulait par exemple réduire les coûts. Alors, il y a plein de projets en fait qu'on peut lancer pour réduire ces coûts. Et la question, c'est lequel je choisis. Comment je vais choisir le meilleur cas d'usage de l'IA pour mon premier projet? C'est simple, on regarde le ROI, le retour sur investissement attendu, et on regarde la durée du projet. Et très clairement, on va faire en premier le projet qui rapporte le plus dans le moins de temps possible. Donc, c'est vraiment ces deux dimensions, le montant du retour sur investissement et le temps passé qu'on va utiliser. Et on va essayer, en fait, de lister tous ces cas d'usage et d'évaluer pour chacun la difficulté du projet, donc la durée qu'il va falloir mettre en œuvre, et le retour sur investissement attendu. Et c'est par exemple, dans ce graphique, on va faire tous ceux qui ont un retour sur investissement important, avec un temps de plus en plus long, et puis après, on va passer à ceux qui ont des retours sur investissement peut-être plus courts. Et vous voyez qu'un projet qui est très long et qui rapporte pas grand-chose, on va s'abstenir évidemment. Donc, ce travail sur les cas d'usage, parce qu'en fait, vous pensez peut-être que l'IA, c'est pas pour vous.
en fait, si vous et moi, on pouvait discuter en tête-à-tête, en fait, je serais probablement à même de trouver avec vous une demi-douzaine de projets possibles tout de suite. Et en discutant un petit peu, en fait, ça vient très naturellement et très facilement. Et la question ensuite se pose immédiatement ou presque immédiatement de comprendre comment choisir. Comment est-ce que je vais m'y prendre pour choisir le meilleur projet. Donc ça, c'est vraiment important, c'est la priorisation de ces cas d'usage, donc toujours avec ces deux critères. Quand on va avoir choisi ces cas d'usage, en fait, on va se poser la question de savoir, pour que le cas d'usage soit réalisable, on sait de l'IA, il y a rien à faire, il faut des données. Si vous n'avez pas de données, on ne peut pas faire d'IA. C'est aussi bête que ça. Et donc, en fait, c'est ce qu'on appelle la maturité digitale. Si vous avez commencé à mettre en place des processus de collecte de données chez vous, donc vous commencez à stocker un peu de données sur vos activités, vous avez commencé votre révolution numérique, comme on dit. À partir de ce moment-là, vous avez des processus de collecte, de nettoyage, de stockage des données. On pourra d'ailleurs parler au fur et à mesure du projet. Cette maturité digitale, c'est absolument indispensable pour pouvoir faire des projets. Et là, on voit que si on regarde l'adoption de l'IA, si vous voulez, et l'adoption du digital, c'est complètement corrélé. Plus vous avez bien fait votre révolution digitale et plus vous êtes bien placé pour travailler en IA. Donc c'est assez simple. La maturité digitale, c'est absolument indispensable. Le point suivant, donc, c'est quand on va vouloir lancer un projet en IA, c'est l'implication des dirigeants. Si vous êtes dans une PME, le dirigeant est très proche de son business, il a la capacité à agir très vite, il a la capacité à bien saisir l'ensemble des enjeux qui sont importants pour son entreprise. Et ça, c'est un énorme avantage dans un projet d'intelligence artificielle. Il faut absolument que les dirigeants soient impactés très fort dans le projet pour que ça réussisse. Il faut qu'ils portent cette image-là au niveau de l'entreprise. Donc, en fait, l'IA, maintenant, si vous regardez autour de vous, même si vous n'en êtes pas totalement conscient, l'IA, il y en a partout. Il y en a vraiment partout. Quand vous utilisez un moteur de recherche, Google par exemple, il y a de l'IA. Quand vous allez sur Amazon pour acheter des livres, tout ça, c'est de l'IA. Quand vous faites du marketing client et que vous segmentez ou scorez vos clients, c'est de l'IA. Quand vous demandez un crédit, c'est de l'IA. Tout ce qui est la connaissance client, tout ce qui est la détection de la fraude, tout ce qui est, beaucoup d'applications en santé, en cybersécurité, en défense, de l'IA, il y en a absolument partout. Donc, en fait, ce serait bien un miracle si dans votre entreprise, on ne pouvait pas faire un projet en IA. En fait, on peut sans doute en faire des dizaines. C'est plutôt la question de choisir. Alors, il y a des applications très particulières de l'IA en reconnaissance, en perception. Par exemple, dans la reconnaissance d'images, de paroles, de textes. Vous avez sûrement déjà vu ces images où, en fait, on est capable de reconnaître des individus dans une foule, ce qui permet, par exemple, d'évaluer la foule sur un quai de gare. Tout ça, c'est de l'IA. Quand vous parlez à vos assistants personnels, que ce soit Siri, Alexa ou OK Google, tout ça, c'est de l'IA. Les jeux, c'est de l'IA. Donc, vous voyez que l'IA, en fait, il y en a vraiment beaucoup, avec des applications extrêmement variées. Ici, par exemple, en maintenance prédictive, pour voir les non-conformités. Donc, il y a énormément de cas d'usage dans l'optimisation de la production. Le problème, encore une fois, ça n'est pas de trouver des projets IA, c'est de choisir par lequel commencer. Et donc, c'est ça que le pack IA va essayer de vous apporter, et je vais vous expliquer rapidement comment. Alors, le pack IA, c'est une mesure du plan IA 2021 de la région Île-de-France. C'est en fait la première mesure, tout simplement. Donc, cette mesure, elle est partie sur le constat que, en fait, les PME ETI ont relativement bien entamé leur évolution numérique. Mais moi, j'ai envie de dire que si vous avez entamé votre évolution numérique, souvent, vous avez fait beaucoup d'investissements. Et l'IA, ça va être ce qui va vous permettre d'avoir un retour sur cet investissement. C'est ça qui va vous permettre, en fait, de monétiser, comme on dit, les données que vous avez commencé à collecter. Alors, ce qu'on va essayer de faire, c'est en fait
de se rendre compte que les entreprises rencontrent des freins. Elles savent pas trop comment choisir le cas d'usage, c'est-à-dire comment choisir le meilleur. Elles savent pas comment mettre en œuvre un projet IA. Vous pensez que c'est très compliqué, que c'est très difficile, qu'il faut être un grand expert. En fait, personnellement, je pense que pas du tout. En général, les PME n'ont pas les expertises nécessaires, donc c'est la grosse question des talents, comme on dit. Et puis, on ne sait pas non plus comment maîtriser le coût d'un projet IA. Et donc, ce que le PAC IA va essayer de faire, ça va être de permettre aux PME et aux ETI de rentrer dans l'IA à travers un parcours d'appropriation qui est fait pour vous aider, en fait, tout du long de ce premier projet en IA. D'abord par un conseil, c'est-à-dire il y a des professionnels experts de l'IA qui vont vous accompagner, vous fournir une prestation de conseil. Derrière ça, il va y avoir la réalisation du projet qui aura été identifié. Et là, il s'agit bien de réaliser un code, si vous voulez, que vous pouvez mettre en production chez vous. Il ne s'agit pas, comme dans le conseil classique, de sortir un paquet de slides. Il s'agit bien de faire le conseil, puis ensuite de mettre en œuvre. Vous pouvez également bénéficier d'une plateforme technique de stockage sécurisée des données avec tous les moyens de calcul et logiciels, ce qui fait qu'en fait, vous n'aurez aucun investissement technique à faire pour ce premier projet. Alors, toutes les PME ne sont pas éligibles. Il y a en fait des règles qui ont été posées par la région. La région souhaite des PME ETI qui ont disons, entre 20 et 5000 salariés. On a un peu élargi cette première grille ici, qui sont en bonne santé financière. Ça, c'est les critères d'attribution de financement public, qui ont commencé leur transformation digitale, parce que si vous n'avez pas de données, on ne pourra pas faire grand-chose. Et donc, vos données, vous les avez stockées quelque part. Et puis, vous avez pris conscience du problème. Vous avez pris conscience du fait que votre concurrence, elle avait commencé à faire ce genre de choses. Donc, un projet PAC IA, c'est 4 choses qui sont inscrites ici, mais surtout, c'est quelque chose de très concret. C'est-à-dire, le but, c'est d'être pratico-pratique, d'aller droit sur un projet et de mettre en œuvre la chose. Donc, c'est un projet de 3 mois qui correspond en gros à 37 jours de prestation pour un budget qui est financé à 50% par la région et à 50% par l'entreprise. Donc, l'entreprise doit financer ce projet à hauteur de 18 500 € hors taxe. Pour ça, il y a donc un accompagnement personnalisé par une équipe d'experts. Donc, ces experts-là vont être là pour vous accompagner tout au long du projet. Donc, les étapes, et voilà. On commence par préqualifier, c'est-à-dire on commence par savoir avec vous, discuter avec vous du bon projet, avec les bonnes données, avec la bonne équipe prête dans l'entreprise pour en fait accompagner tout ce projet. On approfondit, on fait un document. Le document de préqualification, il doit faire 5 pages. Vous avez des cases à remplir. Ça peut se faire en un quart d'heure. C'est pas du tout une mesure dans laquelle on va vous demander de remplir 3 tonnes de papier. C'est pas le but. Et directement, on s'embarque dans la réalisation du projet qui normalement doit être fait en 3 mois. Donc, l'idée là, c'est vraiment que toute cette phase du démarrage, elle peut se faire en gros en 15 jours. Et puis derrière, vous commencez et vous avez votre projet en 3 mois. Dit autrement, si aujourd'hui, à la fin de cette réunion, on prend un rendez-vous au téléphone, normalement, pour le 14 juillet, vous pouvez démarrer votre premier projet et vous avez 3 mois pour le finir avec une équipe de réalisateurs qui vont être là pour vous accompagner jusqu'au bout de ce projet en 3 mois. À la fin, on évalue les performances, bien sûr, pour vérifier que tout a bien fonctionné comme on l'attendait. Alors, le PAC IA, donc, c'est une mesure de la région Île-de-France qui a choisi pour ce projet un consortium d'experts IA. Il y a 2 pilotes, donc je suis le pilote au nom du Hub France IA. Il y a l'Institut Mines Télécom Terralab, donc, qui offre la plateforme technique et le pilote qui est en charge de la distribution des fonds, c'est un organisme public pour faire ça. Et puis, ce qui est très important, c'est cette équipe de réalisateurs. L'équipe de réalisateurs, c'est soit un cabinet spécialisé, donc des entreprises qui ont une compétence pointue sur la data science. Donc, c'est l'équipe data science de Bearing Point, l'équipe data science de Business et Décision, l'équipe data science de Capgemini
ou la société Quantmétrie qui n'a que des data scientists en fait, ou bien l'IRT systémique, donc qui est plus une coloration, j'ai envie de dire, transfert, recherche vers l'industrie. Ou bien le réalisateur, ça peut être également une start-up qui est membre du réseau du Hub France IA ou de l'IMT Terralab. En tous les cas, vous avez en face de vous, pour votre premier projet, des gens dont l'IA est le métier, pas des gens qui prétendent qu'ils ont fait de l'IA un jour, c'est des gens qui ne font que ça et qui sont vraiment extrêmement pointus pour vous accompagner, pour vous aider. Vous avez donc, pour ce premier projet, le moyen de vous lancer en maîtrisant vos risques et vos coûts. Vous savez d'avance que ça va vous coûter. On vous aide tout du long à comprendre les enjeux, les risques, les process. Le but, il y en a deux. Le premier, c'est que vous réussissiez votre projet et que vous ayez donc un retour sur investissement que vous mesuriez. Et ensuite, que vous ayez compris complètement comment tout ça se passe de façon à être capable ensuite de lancer d'autres projets. Et normalement, au bout du premier projet, vous aurez envie d'en faire d'autres parce que vous aurez compris la mécanique. On vous expliquera comment le projet se fait, on vous expliquera comment on doit le mettre en production, on vous expliquera éventuellement aussi comment monter l'équipe de réalisation parce que vous vous apercevrez peut-être que pour l'IA, vous avez besoin de renforcer vos compétences en IA. Donc, c'est vraiment la première marche où vous êtes sur la première marche de façon à ce que derrière, eh bien, en fait, vous continuiez à avancer sur ce genre de projet. Donc, c'est ici tous les liens que vous pouvez suivre pour nous contacter. Vous nous envoyez un mail, vous allez sur le site web et on pourra donc parler des projets que vous seriez susceptibles d'avoir. 14 juillet, vous démarrez votre projet le 15. Je vais en rester là et je pense que ce serait bien de laisser la place aux questions. Parfait. Merci beaucoup, Françoise, pour cette présentation claire et concise. On va effectivement pouvoir échanger peut-être un peu plus sur vos projets. Donc, n'hésitez pas à interagir à travers le chat, à poser vos questions à travers ce chat. Donc, peut-être parmi les premières questions, donc de la part d'Emma Drouot. Bonjour, je désire réaliser un projet IA, mais je ne sais pas comment m'y prendre et la technicité et le coût. Est-ce que vous pouvez justement nous éclairer un petit peu plus ou nous donner peut-être des exemples? En fait, la question que vous posez, c'est exactement, donc Emma, c'est exactement la question à laquelle le PAC IA essaie de répondre. Il est normal que, ne connaissant pas l'IA, vous ne sachiez pas comment faire un projet en IA. Sinon, vous n'auriez pas besoin de ce genre de choses. Le but du projet, c'est en discutant avec vous, c'est en général comme ça que ça se passe, hein, on discute avec l'entreprise. Souvent, j'ai l'entreprise au téléphone et on discute ensemble parce qu'en ce moment on se voit plus tellement, il faut bien le dire, et en discutant en fait on essaye de repérer les endroits ou les sujets sur lesquels l'IA pourrait intervenir. Une fois que ça s'est fait, j'essaye également d'identifier le réalisateur avec qui vous pourriez travailler. Alors, ou bien vous avez plutôt envie d'un grand cabinet, ou bien vous avez plutôt envie d'une start-up. Une start-up, le gros avantage, c'est que si on a identifié un projet sur lequel une de nos start-up a un produit, alors le projet, il va être beaucoup plus facile, beaucoup plus rapide et beaucoup plus efficace. Si le projet est peut-être plus généraliste, alors on prendra un grand cabinet. Donc ça, c'est la discussion qu'on a. Et pour la technicité et le coût, c'est pas vous qui allez évaluer ça. C'est ça l'avantage, c'est que vous n'avez pas un risque à prendre à ce niveau-là. C'est le réalisateur qui s'engage vis-à-vis de la région, qui signe un document et qui dit, moi, je dis que dans cette entreprise-là, sur ce projet-là, avec ces données-là, je suis capable de faire le projet en 3 mois. C'est lui qui prend l'engagement. D'accord? Donc vraiment, l'idée, c'est de réduire vos risques, de faire en sorte que vous ayez juste à exprimer votre besoin en termes de métier, en fait, et pas
et pas vous poser des questions de comment je fais, combien de temps ça prend, qu'est-ce que ça coûte. Ça prendra 3 mois et ça aura ce coût-là. Point. C'est au réalisateur de faire son métier et d'être capable d'évaluer ça. Voilà. Alors, je vois que Emma continue à poser des questions, en fait. Elle dit, si elle est bien compris, les entreprises inférieures à 20 employés ne sont pas éligibles. Même si c'est une start-up pouvant réaliser toute la partie créative. Là, je comprends même pas la question. Les entreprises inférieures à 20 employés ne sont pas éligibles, non. Il y a des cas possibles éventuellement. Ça dépend vraiment du projet. Si c'est un projet dans lequel on croit, on peut malgré tout faire passer l'entreprise. Mais une start-up, a priori, est plutôt vue comme nous, chez nous, par une entreprise qui réalise, pas une entreprise qui fait son premier projet IA. Et donc, vous dites, seule la partie exécutive technique est manquante. Je comprends pas bien la question. Je sais pas si on peut faire parler Emma pour qu'elle nous explique ça mieux. En attendant, la faire parler. Je pense qu'ils ont peut-être l'idée de la destination finale du projet IA, mais c'est pas compliqué. Moi, j'interprète ça comme ils ont déjà l'idée d'un projet assez clair et ils sont sans doute moins de 20 personnes chez Emma. Ils ont travaillé avec une start-up qui a fait toute une partie du travail et maintenant il n'y a plus qu'à réaliser. S'il n'y a plus qu'à réaliser, oui, c'est un projet, mais il faut en discuter. Vous nous racontez le projet et puis après on essaie de trouver le bon réalisateur en fait. Ensuite, je crois que c'est ça. L'enjeu, c'est de trouver. Il y a l'idée du projet, oui. Mais il y a qui pourrait le faire, qui pourrait le réaliser. Est-ce que c'est réalisable? Et peut-être par rapport à tout ce que vous avez précisé, Françoise, est-ce que ça vaut le coup? Est-ce qu'il y a un vrai retour sur investissement? Et donc, oui, ça c'est la question. Nous, on pose 2 questions en fait. On pose la première question, est-ce que vous avez un projet qui a un retour sur investissement? Sinon, c'est pas la peine. Et 2, est-ce qu'il y a les données qui permettent de faire ce projet? Et 3, accessoirement, est-ce que vraiment votre dirigeant, il a envie que le projet se passe? Parce que sinon, ça le fait pas. Donc voilà. Donc, d'après ce que vous dites, Emma, vous êtes totalement éligible à cette chose-là. On discutera ensemble et on trouvera quel est le meilleur réalisateur pour réaliser la technique IA. Voilà. Ensuite, il y a une question qui concerne le crédit impôt recherche. Alors non, ce dispositif, en fait, le taux de financement à 50% par la région du coût de ce projet fait que on est au financement maximum, ce qui exclut de faire passer le crédit impôt recherche par derrière ça. Donc non, il n'y a pas de crédit impôt recherche. Voilà. J'ai envie de dire que souvent, ce qu'on voit, c'est que le PAC IA, ça va être la première étape, ça va être le premier projet qu'on va essayer de faire. Et comme j'ai dit, des choses qui sont des projets de réduction de coûts. Quand on va vouloir faire mieux, on va vouloir concevoir un nouveau produit, un nouveau service. Ça, c'est plus long, c'est plus complexe et il y a d'autres sources de financement, par exemple les financements InnovUp de la région Île-de-France BPI. Et là, ce sera du CIR à ce moment-là. Autre question. Peut-être pour rebondir sur la question d'Emma, au-delà de savoir effectivement quelles sont les personnes techniques, je suis une entreprise, je suis PDG par exemple d'une entreprise de BTP, j'ai pas le temps forcément de suivre ce type de projet. Qui serait le meilleur interlocuteur dans mon entreprise? Un ingénieur, un responsable d'opération? Voilà, quel est un peu le profil? Oui, alors souvent ça va dépendre vraiment du projet, ça. En fait, Céline, ce qui se passe, c'est que le PDG, il est absolument critique pour impulser, pour lancer la mécanique, pour dire ça, je veux. Donc, par exemple, dans un projet qu'on a actuellement, le PDG a pris cette annonce de possibilité de projet, l'a donnée à ses équipes et a dit si vous avez un projet, je suis pour. Voilà. Et donc il y a un responsable technique en l'occurrence là qui s'en est emparé
mais il savait qu'il était backé par le PDG. Donc c'est ça qui est vraiment important. Dans ce cas-là, c'était une ETI. Ce qui est important dans le rôle du PDG, c'est de bien marquer en fait que lui, il porte cette chose-là, il est pour, entre guillemets, cette chose-là. Alors ensuite, l'équipe nécessaire, c'est classiquement toujours la même chose. Il nous faut travailler avec des gens qui connaissent le métier, parce qu'on ne peut pas développer un projet d'IA si il ne s'insère pas de façon très fine dans les processus métiers. Par exemple, dans le cas dont je parlais tout à l'heure, il s'agit d'une chaîne de production pour faire de la détection de défauts dans la chaîne. Eh bien, on travaille avec les gens qui travaillent sur la chaîne, qui tous les jours sont là à gérer cette chaîne de production et qui, eux, peuvent nous expliquer ce qu'il faut faire, pourquoi il faut le faire, quand est-ce qu'il faut le faire, quand est-ce qu'on considère que ça marche bien, quand est-ce qu'on considère que ça ne marche pas bien. Donc vraiment, l'équipe besoin métier, elle est absolument fondamentale. Ensuite, l'autre personne qui est indispensable, c'est la personne qui va être capable de parler des données, qui va être capable de dire, en fait, voilà les données, voilà comment elles ont été collectées, voilà ce qu'elles signifient, voilà comment je peux en connecter éventuellement. Donc vraiment, c'est ce duo, entre guillemets, de participants, un qui connaît le métier et qui sait de quoi on a besoin en vrai pour que ça rapporte du retour sur investissement, et deux, celui ou ceux, bien sûr, ça peut être plusieurs personnes, qui vont dire, voilà les données qu'on a, voilà comment on peut elles ont été connectées, et voilà comment on peut les extraire, parce qu'à un moment, il va falloir les extraire pour pouvoir travailler dessus, éventuellement faire des transformations sur ces données. Ça, c'est le duo magique. Et c'est tout. C'est très simple. Après coup, ce qui va se passer, c'est que avec ce duo magique où on travaille jour le jour, en fait, le responsable du service, dans l'exemple que je donnais tout à l'heure, pour rester sur le même, c'est le responsable de la chaîne de production, donc le responsable technique. Cette personne-là devra réfléchir comment elle va transformer ses process pour que les nouveaux développements s'insèrent dans les nouveaux process. Et souvent, c'est ce qu'on appelle la conduite du changement. Souvent, on va être amené à modifier un peu la façon dont on travaille. Si avant, on faisait tout ce process-là à la main, avec telle et telle personne qui travaillait, par exemple, sur la chaîne de production, il va falloir que le responsable réfléchisse à la nouvelle façon de s'organiser pour que l'IA s'insère naturellement dans le nouveau process et rende le service maximum. Donc, c'est vraiment, au point de vue de la réalisation du projet, un support fort du dirigeant, une compréhension fine du métier, et les données qui vont bien, et puis ensuite, quand on va vouloir penser à mettre en production tout ça, eh bien, où est-ce que je pose ma réalisation, comment je l'insère dans le process, comment je mets tout ça en musique pour l'avenir. Et en général, c'est à ce moment-là que, en réfléchissant sur les process, l'entreprise va se rendre compte qu'il y a en fait d'autres projets qu'elle pourrait lancer pour continuer ces améliorations. Donc en fait, c'est un processus qui va amener une transformation qui peut cascader, on va dire, sur différents sujets. Françoise, pour rebondir par rapport à votre exemple sur les changements dans une chaîne de production qui, de ma lanterne et de mon point de vue, c'est effectivement souvent la représentation qu'on peut en avoir, la plus simple et parlante. Est-ce qu'il y a d'autres, justement, cas d'usage qui émergent par rapport à cette cascade dont vous êtes en train de parler? On fait une première expérience et puis on modifie d'autres process. Voilà. Est-ce qu'il y a d'autres cas d'usage, peut-être des entreprises qui sont plus enclines aujourd'hui à solliciter J'ai perdu. C'est Hélène qui parlait, je l'ai perdue. Oui, Hélène. La ligne est tombée, mais donc en gros, je pense que je peux répondre. En gros, la question concerne les cas d'usage. J'ai pris un exemple sur un cas d'usage qui était une chaîne de production et un contrôle de qualité.
Un autre cas d'usage, une société avec laquelle on est en discussion, c'est je fais des projets informatiques et je veux être capable de détecter très tôt les problèmes qui vont arriver dans un projet. Donc, par un tas de signaux faits, par exemple, une tâche qui est constamment réaffectée, une tâche qui change de durée, enfin, tout un tas de signaux qui peuvent se présenter. Donc, ça, c'est des projets informatiques. Un autre sujet, c'est une entreprise dont par exemple des cabinets d'avocats qui ont beaucoup de documents papier à manipuler, et là il leur faut un moyen de rechercher de façon assez systématique les documents qui vont être utiles pour un certain cas client qu'ils veulent traiter. Ça peut être de la connaissance client pure et dure, c'est-à-dire essayer de comprendre quels sont les segments clients, quelles sont les offres à faire par segment. Enfin, les cas d'usage, ils sont absolument sans fin sur tous les. J'ai pas encore vu jusqu'ici de PME que j'ai eu au téléphone à qui j'ai dit désolé, avec vous il y a rien à faire. Ça c'est pas encore arrivé. Ça peut arriver un jour, mais pour l'instant j'ai jamais vu. Merci Françoise pour vos réponses. Quoi d'autre? Quelqu'un dit l'IA est un processus d'amélioration continue. Oui. Via le PAC IA, donc le sujet dont j'ai parlé, c'est un cas très concret. Alors je peux être plus concret. C'est une société celle dont j'ai le plus parlé, sans donner son nom, qui fabrique un produit médical qu'il met dans une petite ampoule en verre. Et en fait, ces ampoules en verre lui sont livrées par ses fournisseurs dans des grands bacs. Et la première chose qu'ils font quand le bac arrive, ils regardent à la main aujourd'hui. Donc il y a des personnes dont le métier est de regarder à la main dans des bacs où il y a des centaines de petites capsules en verre, de petites ampoules. Vous voyez les petites ampoules quand vous prenez une ampoule d'un médicament. Regardez s'il y a une fêlure, une cassure ou quelque chose, puisqu'en fait, évidemment, s'il y a du verre cassé dans les médicaments, c'est pas très bon. Et pour l'instant, ces gens-là font ça en utilisant des lumières très violentes, donc c'est assez difficile pour eux, assez pénible. Et donc le processus d'amélioration en question, c'est d'essayer de faire ça automatiquement, c'est-à-dire d'avoir une intelligence artificielle avec une caméra qui prend des images. Et le programme d'IA regarde les images pour détecter s'il y a des défauts dans ce qui a été détecté. Si vous êtes intéressé par ce cas, il a été présenté dans un webinar avec le club ETI, par exemple. Donc voilà un exemple. Quoi d'autre? Un autre exemple, peut-être plus dans le tertiaire, enfin dans les secteurs marketing, communication, peut-être. Là, il y a tous les sujets autour de la connaissance client, des chatbots, de l'interaction avec les clients. C'est-à-dire mettre en place des solutions qui permettent d'interagir de façon sans passer par un centre d'appel avec des personnes au Maroc, mais d'avoir des chatbots qui vont traiter une bonne partie des relations. Ça, c'est un autre sujet. Il y a quoi d'autre? Il y a des sujets aussi dans le bâtiment. On ne croirait pas que dans le bâtiment, il peut y avoir des sujets, mais dans le bâtiment, vous pouvez avoir une application IA qui va chercher à optimiser le placement de certains capteurs pour pouvoir optimiser des critères environnementaux. Par exemple, qui va pouvoir piloter du chauffage, des rideaux, des choses comme ça, de façon à ce qu'il y ait une consommation énergétique plus faible. Sans limite, vraiment sans limite. On me dit, l'IA est donc un processus d'amélioration continue. C'est exactement ça. C'est un processus d'amélioration continue. Très franchement, je penserais que le projet IA est un échec si vous faites juste le projet IA et puis c'est tout. En fait, vous voudrez en faire d'autres derrière. D'accord. Si on met le doigt dans l'engrenage, en fait, après, on est parti. Dans l'engrenage, j'ai envie de dire que si on ne met pas le doigt dans l'engrenage, il y a une entreprise qui m'avait dit une fois,
si j'y vais pas, je suis mort. Ben, je crois que c'est bien de ça qu'il s'agit, quoi. Parce que si vous y allez pas, comment pouvez-vous être en concurrence avec une entreprise qui fait 15% de croissance de plus que vous? Vous êtes mort. Et justement, le retour sur investissement, généralement, il est estimé justement en chiffre d'affaires gagné, en gain de productivité. Il est estimé de façon très, très différente. Il peut être estimé en économie de temps passé par certaines personnes qui, du coup, peuvent faire des choses qu'elles ne faisaient pas avant. Il y a beaucoup d'entreprises qui disent ça, qui disent, ah bah oui, tout ça, j'avais pas le temps de le faire, maintenant, enfin, je peux le faire et ça va être profitable. Ça peut être aussi, dans le cas des petites ampoules dont je vous parlais, ça peut être en fait tout simplement de donner comment ça s'appelle, voilà, de donner des conditions de travail aux employés qui soient meilleures. C'est-à-dire que quand un employé doit passer la journée entière, en gros, sous un spot avec une puissance très forte pour pouvoir faire le job, à regarder des petites ampoules, quand vous lui mettez un système qui fait ça automatiquement, je peux vous dire qu'il souffle, quoi. Donc ça peut être très varié, ça peut être financier, ça peut être de se mettre sur d'autres sujets où on pouvait pas le faire avant, ça peut être d'offrir de meilleures conditions de travail aux employés. Tout dépend du sujet, en fait. Pas mal de sujets sur lesquels gagner. Est-ce qu'on a d'autres? C'est une des questions qu'on pose, en fait. On pose la question comment allez-vous mesurer votre retour sur investissement? Selon quels axes? Est-ce que vous allez pouvoir le quantifier? Et en fait, on souhaite que ce soit quantifiable. Alors, la satisfaction du travailleur qui n'en pouvait plus d'être sous un projecteur, c'est pas très facile à mesurer. Alors, c'est pour ça que j'essayais de trouver le terme, mais il y a des régulations dans les entreprises qui traitent ce genre de choses aussi. Mais c'est une question importante. Après, s'il y a moins de départ, peut-être par rapport au travail, moins de départ, des conditions de santé pour les personnes qui travaillent dans l'entreprise, moins de cas maladie, etc. A priori, c'est déjà un bon retour sur investissement. Voilà. Mais ça ne va pas se mesurer tout de suite à la fin du projet. Nous, ce qu'on aime bien quand même, c'est mesurer à la fin du projet. Après, il y a des choses qui vont se mettre en place et qu'on va voir petit à petit, bien sûr. Voilà. Avons-nous épuisé les questions? Je crois qu'on a fait pas mal le tour. Épuisé les participants. On va être à la fin du timing, hein, si on vous garde, comme promis, 45 minutes. Est-ce qu'il y a encore une dernière question? Et puis oui, j'en vois une là. Je vois une question sur la compatibilité, complémentarité aux entreprises de la région, type TUP, PME, oui. Cette mesure-là, elle est particulière, elle est vraiment ciblée sur l'IA. Tout le reste, les PME, les InnovUp et toutes ces mesures-là, ce sont des mesures très générales dans lesquelles, en général, la constitution du dossier est déjà un petit travail quand même, hein, pas complètement négatif, pas complètement nul, hein, il y a quand même un peu de travail. Alors que nous, cette mesure PACIA, on a voulu qu'elle soit extrêmement light. Vraiment, c'est quelque chose que vous pouvez monter je vous ai dit, on se téléphone demain, le 14 juillet, ça y est, c'est fait, quoi, on peut démarrer. Donc, c'est un processus très light qui est une première étape. Et après, vous pouvez vous lancer dans tous les PME, InnovUp que vous voudrez. C'est une succession d'étapes, en fait. Et c'est des financements. Alors là, c'est pas un financement énorme, hein, il est pas très, très énorme, mais il vous permet, en fait, de mettre le pied dans la mécanique. Voilà. Et alors, justement, sur le process de mémoire, Françoise, ça commence par justement un premier prédiagnostic assez facile à faire. Vous mettez, je crois, le questionnaire en ligne. Bah, en fait, c'est pire que ça. Ça démarre en général par un coup de fil entre moi et l'entreprise. Donc, l'entreprise et moi, on discute pendant, en général, ça prend 1 heure et quart. Hein. J'ai fait beaucoup de projets IA, donc je suis capable de comprendre si un sujet que l'entreprise a en tête est faisable ou pas faisable. Donc, on discute comme ça pendant à peu près 1 heure. Et en général, au bout d'1 heure, j'ai toujours identifié 1, 2, voire 3 projets.
Et aussi, j'ai identifié le réalisateur qui pourra prendre en charge. C'est-à-dire que avec l'entreprise, on va discuter. Moi, je leur dis, ben voilà, sur ce sujet-là, je verrais bien tel cabinet parce que il a telle et telle expérience, il a travaillé comme ci, comme ça, il a fait tel et tel sujet, ou bien telle start-up parce qu'elle a tel produit. Donc, on discute ensemble. Au bout d'une heure, normalement, on est à peu près clair. Je fais un compte-rendu que j'envoie à l'entreprise. Et si l'entreprise est d'accord, eh bien, en fait, je la mets en contact avec le réalisateur. Le réalisateur la contacte pour remplir le questionnaire de préqualification. Et pareil, ça prend 1 heure, quoi. Et derrière, on enclenche la mécanique. Alors, il y a une mécanique d'habilitation, enfin d'éligibilité, etc. On vérifie que la société est éligible. J'ai pas dit que la société devait être en Île-de-France. J'ai dit les tailles, mais enfin, bien sûr, c'est en Île-de-France puisque c'est des sujets, c'est des financements de la région. Mais voilà. Et encore une fois, le 14 juillet, c'est fait, quoi. En 15 jours, c'est bouclé. Normalement, si tout se passe normalement. OK. On va vous mettre peut-être les liens justement dans le chat participant pour aller vers le portail du Habia. Oui, c'était le dernier slide. J'essaie d'y aller, mais ça ne veut plus y aller. Enfin, ça a un peu de mal à y aller. Alors, attendez, peut-être pas. Même, hein. Parce que c'est quand je clique, il ne se passe pas beaucoup de choses. Ah, petit décalage, oui. Attendez, on va aller directement à la dernière slide. À la dernière page, là, ça ira plus vite. Et donc, dans le chat, vous pouvez effectivement mettre le dernier slide. C'est là qu'il y a les… Excusez-moi. Encore un. Mais il est… Vous ne pas aller au bout. Hein. Ok, c'est bizarre. Ouais, non, le clic est un peu faible là. On va y arriver. Voilà. Voilà, c'est là que vous y êtes. Donc, plusieurs moyens de vous contacter. Simplement, le site Paquilla. Alors, sur le site Paquilla, vous avez à peu près toute l'information sur le process. Vous avez les informations sur les documents, tout y est. Et si vous voulez prendre un contact pour qu'on se rappelle, alors vous envoyez un mail à contactpaquilla@hubfrancia et on organisera une réunion ensemble pour se poser au téléphone. Voilà. OK, merci. Et puis, n'hésitez pas aussi, donc, les équipes d'Hélène à Versailles Grand Parc et moi-même, on est aussi un relais pour vous aider à travailler, à mettre en place vos projets et plus largement, effectivement, toutes les aides qui peuvent exister, que ce soit au niveau local ou régional. N'hésitez pas à nous contacter. On va aussi vous remettre nos contacts rapides pour venir. Merci à tous d'avoir participé. J'espère qu'on vous aura donné envie de faire un premier projet. A priori, ça a l'air assez simple à tester et ça devient addictif presque. Donc, n'hésitez pas. Addictif quand même, vous exagérez. Je dirais que vous ne pourrez plus vous en passer. Non, on déroule la pelote de laine et on voit tout ce qui est possible. Et donc, si on nous facilite l'accès, c'est quand même plus simple de sauter le pas. Donc, merci beaucoup Françoise pour cette présentation. Merci à tous d'avoir participé. Merci Hélène d'avoir co-animé avec moi ce webinaire. Vous trouverez donc en replay très prochainement la présentation de ce jour. Et puis, n'hésitez pas aussi à vous abonner à la chaîne SkiCube pour voir les autres webinaires qui peuvent être disponibles très prochainement. Merci à tous. Merci beaucoup. Bonne journée. Merci. Au revoir et bonne journée. Au revoir.